vous dis bonjour à tous, et notamment celles et ceux qui sont en ligne. Je voulais vous dire mon plaisir de retrouver les 3 E, entretien, enseignant, entreprise, et peut-être un message particulier pour les nombreux acteurs du monde enseignant que vous êtes. Vous dire que dans cette mission de pédagogie essentielle, qui est la vôtre, je crois qu'il n'y en a pas de plus importante pour l'avenir de notre pays, la Banque de France est au maximum engagée à vos côtés. Et je souligne 2 actions. La première, c'est ce que nous appelons le programme EducFi, Éducation économique et financière. Il a été lancé depuis 2016 et la Banque de France en est l'opérateur national. Nous travaillons là-dessus avec un certain nombre d'associations, mais surtout avec l'éducation nationale et avec les enseignants que vous êtes. Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire, qui conclura, je crois, cette journée, est vraiment un partenaire très engagé. Il y a un certain nombre de ressources sur EduScol que vous connaissez. Vous me permettez de souligner 2 choses qui sont en cours et qui peuvent être des outils pour vous. Ce qu'on appelle Citéco, la cité de l'économie, à Paris, dans un hôtel néo-renaissance assez étonnant du 19e siècle, mais qui est un vrai musée de l'économie fait pour accueillir des groupes scolaires et leurs enseignants. Et je crois que c'est un pari réussi de rendre l'économie accessible, voire ludique, tout en restant crédible, avec en plus la diversité des points de vue. Bon. Donc Citéco vous attend. Et puis le passeport EducFi que nous avons mis en place pour les élèves de 4e et de 3e. Aujourd'hui, dans un certain nombre d'académies et de classes pilotes, ça marche très bien. Et je pense qu'on va vers une généralisation. Voilà. Mais on est à vos côtés là-dedans. Et puis, l'autre action, c'est un pari un peu fou que nous avons fait au début de cette année, qu'on a appelé la Banque de France à votre écoute, où on a essayé d'aller à la rencontre des Français sur la politique monétaire. Un pari un peu fou, parce que c'était en période de Covid, donc en ligne. Et surtout, la politique monétaire, ce n'est pas forcément un sujet qui passionne, qui est vu comme un peu austère, voire abscon. Bon. Et ça a marché, c'est-à-dire, je vous invite à aller voir les événements en ligne. Il y a eu une rencontre nationale, il y a eu une vidéo YouTube pour les jeunes, il y a eu ensuite 13 rencontres régionales, et au total, 260 000 Français, on doit même être à plus aujourd'hui, nous ont écoutés, ont interagi avec des questions. Vous pouvez regarder la dernière lettre au président de la République que j'ai envoyée au mois de juillet, où on a décortiqué les questions qui sont venues des Français. Je crois que ça peut être extrêmement intéressant et on souhaite évidemment poursuivre ce dialogue. Alors voilà ce que je voulais dire d'emblée. Et puis après, je traite le sujet qu'on m'a proposé, qui est entreprise et État, montagne de dette ou horizon d'opportunité. Je ne suis pas l'auteur du titre, je ne sais pas qui c'est, mais je salue le sens de la formule. Bravo, voilà. Je pense que la réponse, c'est que c'est les deux. La montagne de dette est incontestable, on va en parler. L'horizon d'opportunité est espérable, si j'ose dire. Je ferai peut-être juste une remarque géographique ou de bon sens. On sort tous de vacances à la montagne ou à la campagne. C'est que l'horizon, comme chacun sait, est assez plat et en général au bout de la plaine. Et donc, si on veut aller vers l'horizon, il faut quand même descendre de la montagne et descendre assez progressivement, sans excès, mais on va essayer de parler de ça. Alors, au-delà de ce titre, je vais essayer de voir avec vous, en un quart d'heure à peu près, 3 messages. Je vais aller assez vite sur les 2 premiers. Le premier est inhabituel de la part d'un gouverneur de la Banque de France. Normalement, je suis payé pour dire qu'il ne faut pas faire de dette. Là, l'endettement Covid a été totalement justifié. On va revenir là-dessus et sur la réaction de politique monétaire. Deuxièmement, je vais aller assez vite sur les entreprises et la dette des entreprises parce que là, on a plutôt des bonnes nouvelles. Nous faisions partie, nous, à la Banque de France, de ceux qui n'avaient pas sonné l'alarme et on y reviendra dans les débats de la suite de l'après-midi. Aujourd'hui, je crois que le maître mot, c'est résilience. Par contre, je vais insister un peu plus sur le 3e message, qui est plus la politique macroéconomique et la question du désendettement public progressif. Alors, on commence, si vous voulez bien, par un petit retour arrière sur ce qui s'est passé. Je vais aller très vite. À gauche, c'est la trajectoire trimestre par trimestre des principales économies européennes. On a mis le Royaume-Uni en pointillé pour faire bonne mesure. La France est en bleu, la zone euro en noir, l'Allemagne en rouge. Bon, en gros, ce qui est frappant, c'est que quand on regarde au T2, le premier confinement, la France et les économies du Sud ont plus souffert, mais que depuis, le rebond a été très rapide. Le rebond français du Q3 de l'an dernier a été le plus rapide de tous.
Et du coup, le peloton est extrêmement groupé aujourd'hui. Nous espérons retrouver le niveau d'activité pré-Covid probablement début 2022, voire fin 2021. Si je regarde à droite le soutien public budgétaire massif, aujourd'hui il y a un certain consensus là-dessus, mais souvenez-vous du débat, est-ce que c'était pas assez, etc., la comparaison avec les autres pays, la comparaison avec les États-Unis. En gros, sur 2020, ça c'est nos analyses à nous, et pas seulement ce qui avait été déclaré ex-ante par les différents pays, parce qu'il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Vous voyez que si on regarde les mesures discrétionnaires en bleu clair qui ont été les plus visibles, mais aussi les stabilisateurs automatiques, qui sont évidemment très importants en Europe en bleu foncé, on arrive au total à un soutien budgétaire entre 8 et 10% du PIB. Supérieur à l'Allemagne au passage, et pas très loin du soutien budgétaire américain. Je le souligne sur 2020. Évidemment, les mesures discrétionnaires ont été beaucoup plus importantes aux États-Unis, les paquets de Trump, mais les stabilisateurs automatiques sont moins forts. L'image sur 2021 et suivant serait différente parce que là, les mesures américaines continuent. On ne sait pas encore exactement ce qu'elle sera, ça dépendra du vote au Congrès, mais il y a tout un débat pour savoir si elles sont excessives. En tout cas, je crois qu'elles ont été adaptées, nécessaires et suffisantes en France et en Europe. Alors, un mot sur ce qu'a fait l'eurosystème, BCE et Banque centrale nationale, et la réaction de politique monétaire. Là aussi, je vais très vite. Peut-être 3 idées simples là-dessus. La première qui est en haut à gauche, c'est qu'on a pris au mois de mars 2020 très vite 2 séries de mesures exceptionnelles. La plus spectaculaire, c'est celle qui est marquée en 2, c'est le fameux PEP. Vous vous souvenez, à l'époque, c'était 750 milliards décidés un soir au téléphone. Ça, j'oublierai jamais cette réunion, le 18 mars. Pour ceux qui se financent via les marchés, c'est-à-dire les grandes entreprises et les États. Au fond, on n'a retenu que ça. Mais on a un peu oublié le 1, qui est les mesures dites de TLTRO. Ça, c'est des liquidités que nous fournissons aux banques pour qu'elles prêtent à l'économie, ménages et entreprises. Et ça, on en est à 2000 milliards d'euros de tirage à peu près aujourd'hui. Donc les 2 programmes sont d'importance équivalente, mais ils couvrent le tout. Financement via les banques et financement via les marchés. Deuxième message, c'est qu'on a aussi beaucoup dit, on a eu tendance à dire, là aussi par rapport aux États-Unis, on n'a pas fait assez. Je crois que ce qui est en bas à gauche en fait justice. Quand vous regardez la taille du bilan de la BCE, qui est en noir, est supérieure à celui de la Fed américaine, et l'augmentation 2020 a été aussi forte. C'est en pourcent du PIB, à chaque fois. Troisième message, je vais très vite. Je crois que ce programme a été efficace sur ce qui était sa première justification au mois de mars 2020, pas la seule, mais d'éviter une divergence excessive des conditions de financement, des spreads, des écarts de taux d'intérêt à l'intérieur de la zone euro. Souvenez-vous de la situation de mars 2020, on est menacé qu'à la crise sanitaire et la crise économique s'ajoute une crise financière, c'est-à-dire des très fortes tensions sur le financement de l'Italie, de l'Espagne, voire une interruption des financements au moment même où l'Italie en avait massivement besoin. Et vous le voyez sur les taux à 10 ans souverains italiens qui montent très fort en mars 2020, mais qui depuis n'ont cessé de diminuer. L'écart de taux d'intérêt Italie-Espagne est aujourd'hui à son plus bas qu'avant la crise Covid. Ça, je crois que c'est une satisfaction pour la zone euro. Bien sûr, au-delà de la politique monétaire, l'accord budgétaire européen, les 750 milliards d'euros, c'est une coïncidence de montant avec le PEP, ces 750 milliards ont contribué aussi à rétablir la convergence dans la zone euro. Mais on a évité une crise financière et on a une convergence plus forte qu'avant. Dernier slide là-dessus, c'est moi qui les passe. Sur les acteurs privés, d'habitude, quand il y a crise financière, il y a tension sur les taux et il y a freinage des volumes. Là, on a eu exactement le contraire. Donc je crois que cette réaction de politique monétaire a été efficace. Voilà, ça c'est le retour arrière. Je voudrais insister un peu sur ce que ça donne en images agrégées. Je vais commenter le graphique qui est en bas à gauche. C'est les questions d'épargne et de dette. Au total, on a eu une forte épargne des ménages. C'est ce qui est en bleu foncé. Si je me concentre sur le supplément d'épargne Covid par rapport à ce qu'on a d'habitude, puisque chaque année on a des flux d'épargne des ménages, le supplément d'épargne Covid, qui correspond au fait qu'en gros le revenu a été maintenu, il y a même une légère augmentation du pouvoir d'achat des ménages en 2020, alors que la consommation, pour cause de restrictions, a baissé. 115 milliards d'euros d'épargne Covid supplémentaire en 2020, et nous estimons
qu'à la fin 2021, on sera peut-être de l'ordre de 180 milliards. Mais je suis plus prudent là-dessus, parce que c'est une prévision. Ça veut dire, même si on était un peu en dessous de 180, une réserve de 6 à 7% du PIB pour la consommation future ou l'investissement des ménages. Une des grandes questions futures, c'est à quel rythme cette réserve sera consommée. La contrepartie de ça, c'est évidemment un petit peu plus d'endettement des entreprises, mais le choc a été très amorti, mais surtout un endettement public massif, vous le voyez en rouge, et on y reviendra dans la troisième partie. Le solde n'est pas tout à fait équilibré, je le souligne sur la courbe rouge que vous voyez. Les comptes extérieurs de la France en 2020, qui n'étaient déjà pas très brillants, hein, c'est un de nos problèmes récurrents, se sont encore dégradés. Alors, deuxième point sur lequel je vais passer assez vite aussi, c'est la situation des entreprises. Alors, il y a évidemment un endettement fort des entreprises, notamment à travers les PGE. Les PGE, là aussi, je le dis d'autant plus que ce n'est pas la Banque de France qui, en toute indépendance, est à l'origine de ça. Nous avons accompagné par notre politique monétaire, mais souvenez-vous de tous les doutes au printemps 2020, ça a marché. Hein. Donc on a eu une augmentation forte de l'endettement des entreprises. Je vais me focaliser sur le graphique de droite. Vous regardez ce qui est en jaune en bas, hein, négatif, c'est l'augmentation de l'endettement brut. 219 milliards d'euros, ça fait à peu près 13% d'endettement supplémentaire des entreprises à la fin du deuxième trimestre 2021. Mais, ce qu'on ne souligne pas toujours, l'augmentation de la trésorerie en face, en bleu, est presque équivalente. Et donc, si je regarde non plus la dette brute qui est en pointillé dans le graphique de gauche, mais la dette nette qui est en trait plein, elle est pratiquement stable. Alors, c'est une image agrégée. La grande question qu'on se pose, c'est quand je désagrège et que je regarde entreprise par entreprise, est-ce que ce diagnostic globalement rassurant est encore vrai? Alors, on va entrer un peu plus dans le détail et je vais être plus prudent sur le désagrégé. Le thermomètre le plus visible, celui qui retient le plus souvent l'attention des médias, c'est les faillites. Les faillites sont historiquement basses, ce qui peut apparaître comme un paradoxe, mais il y a deux explications. L'une qu'on vient de voir, ça a été le soutien via les PGE et les diverses aides aux entreprises. La seconde, c'est des raisons mécaniques, genre fermeture des tribunaux de commerce, etc. Mais nous ne sommes pas encore revenus au jour d'aujourd'hui au rythme des faillites habituelles. Progressivement, on va y revenir. On va peut-être même avoir un effet de rattrapage sur les retards tribunaux de commerce. Mais il n'y a aucun signe aujourd'hui d'un mur des faillites. Et là aussi, je reprends des interrogations ou des expressions qui ont beaucoup circulé. Alors, on a essayé de voir ça un peu plus en détail. On a la chance à la Banque de France d'avoir la centrale des bilans. Et on a regardé sur un peu plus de 200 000 bilans clôturés entre juin et décembre 2020 qu'on avait reçus. C'est un cadran tout simple. Hein, en axe horizontal, c'est la variation de la trésorerie. En axe vertical, c'est la variation de l'endettement brut. Le cadran dangereux, on a fait cette simplification, c'est celui qui est en haut à gauche, c'est-à-dire l'endettement a augmenté, mais la trésorerie a diminué. Vous voyez que ça concerne au total 13% des entreprises. Et là-dessus, quand on regarde celles qui étaient un peu fragiles avant la crise ou qui n'étaient pas extrêmement solides, on arrive sur 6 à 7% des entreprises qu'il faut suivre avec plus d'attention. Ceci nous paraît non négligeable, mais maîtrisable. Comme vous y reviendrez, je pense, dans le débat suivant, je passe très vite. Et j'arrive à la troisième partie, sur cette fois-ci non plus la dette des entreprises, mais la dette publique. Je précise, je vais très vite, mais qu'évidemment, ces slides seront à disposition de tous les participants. Alors, sur la dette publique, vous connaissez en gros cette tendance qui est à gauche. Le code couleur elle-même. Augmentation de la dette publique partout en 2020, et j'ai dit qu'elle était justifiée. Le problème français, ce n'est pas ce qui s'est passé en 2020, c'est ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'avec l'exception italienne qu'on connaît en vert, la France est singulière. Elle part en dessous de la moyenne de la zone euro il y a 20 ans, au niveau de l'Allemagne. Et en gros, depuis la crise financière de 2010, elle passe au-dessus de la moyenne de la zone euro et elle diverge complètement de l'Allemagne. Le sous-jacent de ça, et je vais passer très vite sur un débat très compliqué, je m'en excuse par avance, c'est que la vraie exception française, c'est notre niveau de dépenses publiques. Je fais partie de ceux, et là aussi j'assume une position peut-être un peu inhabituelle vu ma fonction, qui sont des très grands défenseurs du modèle social européen. Je ne crois pas du tout que ça soit notre problème.
Notre problème à nous, c'est que le même modèle social que nos voisins, en gros, nous coûte plus cher, nettement plus cher. Vous voyez, si je compare avec la zone euro hors France, on est en 2019, avant le Covid, les chiffres sont évidemment beaucoup plus élevés aujourd'hui, 55% de dépenses publiques, 10 points de plus que la moyenne de la zone euro hors Covid. C'est là-dessus qu'il faut qu'on s'interroge. Et je ne fais que survoler le problème parce que je voudrais revenir sur comment ça s'applique dans la situation économique où nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est le résultat, mois par mois, de l'enquête de conjoncture que nous faisons auprès des entreprises, où on en est par rapport au niveau pré-Covid. Donc on part à 100 en février 2020. Ensuite, on chute massivement, vous voyez, de plus de 30% dans le premier confinement. On remonte très vite. Et puis nous regardons comment on revient vers les 100. Le dernier point fixe, vous regardez, c'est juillet 2021. Alors vous allez admirer la précision. Nous estimons que nous sommes aujourd'hui entre -1 et -1,5%. Presque revenus au niveau pré-Covid. Et que nous y reviendrons, je le disais tout à l'heure, fin 2021 ou début 2022. Si je regarde en moyenne annuelle, ça veut dire les -8% qu'on a connus en 2020, mais une croissance de 5,75 en 2021. Et j'ai eu l'occasion de dire hier que dans nos prévisions actualisées à mi-septembre, nous réviserions peut-être vers le haut ce chiffre de 2021. L'important, ce n'est pas tant les chiffres que la tendance. Une reprise qui est solide et qui se passe, je parle notamment sous le contrôle de Jean-Luc Tavernier qui est ici, mais qui se passe sans doute plus rapidement que nous l'avions prévu, en tout cas sur le premier semestre. Ça a deux conséquences et deux flèches qui sont en bas. Si je le disais en termes très grand public, c'est la fin du quoi qu'il en coûte. Là, c'est dit de façon un peu plus technique. Les dépenses d'urgence devraient cesser d'ici la fin de l'année et les mesures de relance qui peuvent être justifiées doivent rester temporaires. La seconde conséquence, je vais y insister un peu plus, c'est qu'aujourd'hui, le sujet de l'économie française, ça n'est pas la demande. La consommation des ménages est dynamique, il y a en plus du pouvoir d'achat massif à travers l'épargne, et l'investissement des entreprises est aussi dynamique. Le problème, c'est l'offre. Et nous avons un certain nombre de contraintes d'offres. Je vais en parler juste derrière. Voici les deux contraintes d'offres centrales que nous avons à partir de notre enquête de conjoncture. Il y a les difficultés d'approvisionnement. C'est celles dont on parle le plus. Et vous voyez qu'elles concernent, par exemple, dans le bâtiment, 60% des entreprises, dans l'industrie, près de 50%. Mais nous pensons qu'elles sont temporaires. Elles sont réelles, je ne veux pas du tout les sous-estimer, elles poussent l'inflation vers le haut, au moins à court terme, mais toute l'expérience des reprises précédentes, c'est que ces difficultés se résolvent au bout de quelques mois ou de quelques trimestres. Nous sommes nettement plus inquiets des difficultés de recrutement, parce que ça, je crois que c'est un problème structurel que nous retrouvons. C'est le limitateur de vitesse de l'économie française. Nous l'avions avant la crise Covid et nous le retrouvons très vite au sortir de la crise Covid. 48% des entreprises qui déclarent déjà des difficultés de recrutement. Et vous voyez que ça augmente très vite d'un mois sur l'autre. On était à 37% au mois de mai. Alors, il y a une phase positive de l'histoire, c'est qu'il y a eu énormément de création d'emplois dans le secteur privé, 630 000 en un an, entre mi-2020 et mi-2021. Mais la face négative, et c'est ce qu'on a écrit en bas, c'est que c'est notre problème. Et donc, il n'y a pas de réforme plus essentielle en France que celle, au pluriel, visant à augmenter l'offre de travail. Alors là, il peut y avoir diverses familles idéologiques, mais je vais dépasser ces diverses familles. Je crois qu'il faut additionner tous les leviers en la matière. Le sujet de la formation, évidemment l'éducation, mais l'apprentissage et la formation professionnelle, la réduction du sous-emploi des jeunes et des seniors, le travail rendu plus incitatif, ça peut viser l'assurance chômage, ça peut viser aussi les politiques salariales. Vous voyez qu'à chacun de ces remèdes, toutes les familles politiques ont tendance à s'en approprier un, à rejeter les autres. Je crois qu'il faut les additionner et c'est notre priorité. Ce qui m'amène, et je crois que j'aurai fini, à la nécessité d'un meilleur ciblage des dépenses publiques. Il y a eu un débat, il a un peu disparu depuis le printemps, mais sur est-ce qu'il faut faire plus dans le plan de relance? Je crois que la réponse courte, c'est non. Par contre, priorité à la rapidité et à la qualité.
Philippe Aghion est là, donc quand je parle de transformation schumpeterienne, je suis sa trace. Et il m'est arrivé de dire assez souvent que nous devions vraiment réconcilier les deux grands économistes fils de l'Europe, c'est-à-dire Keynes et Schumpeter. 2020 a été l'année de Keynes, à titre totalement justifié, mais l'après-crise, ça doit être schumpeterien. Et c'est notre faiblesse européenne. Hein, si Schumpeter est né en Autriche mais mort aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait un hasard. Les trois transformations que nous avons à réussir, c'est évidemment le numérique sur lequel l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis, l'écologique sur lequel l'Europe est potentiellement en avance, mais il faut que nous gardions cette avance, et puis ce que j'ai appelé la transformation du travail, qui renvoie à ce que je disais précédemment sur l'offre de travail. Et je termine sur un dernier message, qui est un souhait, et je parle avec une grande liberté dans notre rencontre, dans le débat budgétaire, et ce n'est pas vrai qu'en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai aux États-Unis, il y a un angle mort malheureusement, c'est qu'on parle toujours chiffres, niveau de dette, niveau de déficit, etc. Et bien sûr, c'est important, on parle pratiquement jamais qualité. Nous ne pouvons pas tout faire, bien sûr, et nous avons un problème d'efficacité ou de qualité des dépenses publiques, confère ce que je comparais par rapport aux autres. Et là, j'ai un 2 minutes 52 de dépassement qui s'affiche en rouge. Vous ne le voyez pas quand vous êtes en ligne. Mais je m'arrête là. Je ne sais pas si on a éventuellement le temps pour une ou deux questions. Et surtout, je vous laisse les slides parce qu'il y a beaucoup plus de détails préparés par les équipes de la Banque de France. Et je vous redis un engagement et n'hésitez pas à nous dire ce dont vous pouvez avoir besoin de la Banque de France, de faciliter au maximum les choses à partir de son expertise et de son indépendance. Je souligne les syllabes parce que nous tenons beaucoup à cette valeur. Merci.